Jeune loup, vieux lion. Les vendredis, faites le point sur l'actualité montréalaise, québécoise et internationale, en compagnie de jeunes loups et de vieux lions de la politique et de l'administration publique. Chaque semaine, nos panélistes décortiquent l'actualité politique et affrontent leurs opinions. On vous révèle les dessous des cartes de la politique, sondages, bons et mauvais coups, nouvelles économiques et sociales. Jeunes loups, vieux lions, c'est tous les vendredis de 9h à 10h à CIBL 101.5 Montréal. Et nous revoici déjà pour la seconde partie de Jeunes loups, vieux lions, la 10e émission de l'année, bientôt 80 dans sa courte et finalement déjà longue vie. Une émission spéciale aujourd'hui, je vous le disais, sur la social-démocratie 2.0, le titre d'un livre co-dirigé par Pierre-Luc Lévesque et Stéphane Paquin que nous recevons sur le plateau. Je vous rappelle d'abord que vous êtes à l'écoute de CIBL 101.5 Montréal, une radio que vous pouvez aussi écouter sur Internet au cibl101.5.com, au canal 574, la télévision numérique de Pierre-Carl Pelado, et bien sûr, vous pouvez réécouter nos émissions en podcast, en balado-diffusion sur iTunes. Et puis, vous retrouverez tous nos liens sur les médias sociaux, à commencer avec le mot-clic, le hashtag, le mot dièse, comme dit l'Académie française, JLVL. Monsieur Stéphane Paquin, vous êtes avec nous pour cette deuxième partie. Bonjour, Monsieur Paquin. Bonjour. Alors, Monsieur Paquin, vous êtes professeur à l'École nationale d'administration publique. Vous dirigez le GERIC. Hein, voilà. Oui, qui est le groupe d'études sur les relations internationales du Québec. Et donc, vous sortez ce livre-là. Alors, le lancement est prévu jeudi prochain. Mm-hmm. Mais d'ores et déjà, il commence à tourner, je vous dirais, dans certains cercles au Québec. Allez, je vais vous poser une question qui va peut-être vous paraître étrange dans un premier temps. Vous avez eu l'intention d'écrire ce livre pour qui ? Et puis bon, sans faire la comparaison avec le Capital au XXIe siècle de Piketty, mais est-ce que vous auriez eu l'intention j'aimerais ça. Oui, ce serait agréable. En termes de vente, j'aimerais ça beaucoup. Aussi, oui. Mais Piketty a la prétention de dire que, la prétention modeste de dire qu'il a voulu écrire un livre accessible, que tout le monde puisse lire. Bon, je vous avoue que c'est pas simple non plus, hein. C'est pas le genre de choses qu'on lit dans le train, mais voilà, il a eu cette prétention de vouloir écrire un livre accessible. Est-ce que ce livre est destiné à tout le monde ? Est-ce que c'est un livre d'universitaire ? Est-ce que par la force des choses, ça va devenir aussi une bible politique ? Sait-on jamais ? Voilà, qu'est-ce que vous aviez en tête initialement ? Oui, clairement, on a demandé aux auteurs de ne pas trop mettre de références, de ne pas être trop académique, parce que l'objectif, c'était de le diffuser vers la société. Oui. À la base, le livre devait sortir avant l'élection, mais bon, c'est compliqué de faire un livre, donc on n'a pas pu le sortir avant la fin de l'été. Et la raison pour laquelle j'ai choisi de le faire, c'est que depuis que je suis professeur, depuis à peu près 2001, je pose toujours la question à mes étudiants sur comment ils se projettent dans l'avenir. Et je leur demande, est-ce que vous pensez que vous allez avoir une vie aussi bonne ou meilleure que celle de vos parents? Puis là, je me rendais compte que presque 60% des jeunes disent que non. Oui. Je leur demandais, pensez-vous que vous allez avoir une retraite aussi confortable que celle de vos parents? La réponse est encore plus non. Et je leur posais la question, est-ce que vous pensez que les frais de scolarité de vos enfants seront comparables aux vôtres? Ils me disaient non, encore dans une plus forte marge. Mais là, le choc que j'ai eu, qui était le plus brutal, il ne s'est pas produit au Québec, mais c'est produit en Wallonie, où j'avais demandé les mêmes questions à des jeunes pour comparer un peu avec ce que je vivais au Québec. Et j'ai posé la question aux jeunes Wallons, qui dans la salle pense émigrer dans les 5 prochaines années? Et sans blaguer, 75% des gens ont levé la main. Ah oui. On n'est pas là au Québec. Mais je trouvais que la situation était dramatique en Wallonie. Alors la question qui m'est venue, c'est... au Québec, on se définit comme un espace plus à gauche que le reste de l'Amérique du Nord, plus social-démocrate peut-être. Et donc, on est plus syndiqué, on est plus taxé, on a des programmes sociaux plus généreux. J'ai dit, je vais commencer à faire une étude comparée. Oui. Je vais regarder les pays qui taxent le plus, qui sont le plus syndiqués, qui ont des programmes sociaux les plus généreux, comment s'en sortent-ils? Certains vont relativement mal, comme la France ou l'Italie. D'autres vont exceptionnellement bien, donc les 3 pays scandinaves que j'ai choisis. Et 2.0 du livre, la social-démocratie 2.0, c'est parce que j'ai réalisé qu'à partir du début des années 90, ils avaient fondamentalement changé leur modèle. Et c'était ça qu'on voulait expliquer. Les Scandinaves, donc à la fois au Danemark ou en Suède et en Finlande, sont très pragmatiques. Ils n'ignorent pas la mondialisation. Ce ne sont pas des pays qui cherchent à s'isoler par le protectionnisme. Au contraire, ils embrassent la mondialisation, ils la comprennent, ils l'analysent, ils ajustent leur modèle pour être très performants dans ce contexte-là, de telle façon à pouvoir offrir des programmes sociaux généreux qui ont toujours une logique, là, qui permettent de favoriser l'intégration des citoyens à la société. Par exemple, je faisais une entrevue avec un journaliste récemment qui me parlait de la montée de l'extrême droite en Suède, qui est un phénomène bien réel.
Mais un des points des gens qui sont de l'extrême droite, c'est de trouver intolérable que les femmes des migrants ne travaillent pas. C'est vraiment curieux, là. C'est le refus d'intégration qui est la cause d'une partie du discours d'extrême droite. Alors ça, c'est fascinant parce que c'est le contraire de ce qu'on disait dans les années 50 ou 60. Les immigrants sont des voleurs d'emplois. Eux, le problème, c'est qu'ils ne veulent pas voler nos emplois. Ils ne veulent pas s'intégrer à la société. Donc, c'était ça un peu qui était la base de ma réflexion. Intéressant. Je vais d'abord poser mes deux premières questions. Je m'accorde ce droit-là. Et puis après, je vais demander aux panélistes de bien vouloir vous titiller. Moi, il y avait deux éléments principaux que je regrette principalement dans ce livre. Le premier élément, c'est d'abord peut-être cet angle mort, j'en parlais à l'instant, sur la différenciation du capital qui recouvre, donc je le disais, des réalités vraiment très différentes entre l'investissement productif d'une part et puis, je veux dire, le papier qui s'échange sur les places boursières. Le deuxième élément, c'est peut-être, je vous dirais, puis là c'est en termes de conviction personnelle, peut-être le fait de ne pas projeter suffisamment dans l'avenir, comment ces pays scandinaves vont faire face aux défis écologiques qui est une réalité qui, de mon point de vue, est incontournable, avec lequel il va falloir composer. Comment donc la social-démocratie peut prendre en compte cette réalité-là? Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous répondre rapidement sur ces deux éléments-là. Je suis, pour la deuxième partie de votre question, complètement d'accord. En fait, quand j'ai fait le livre, mon éditeur m'a fait comprendre que 400 pages, c'est déjà beaucoup. Oui. Et donc, le chapitre sur les politiques environnementales, en fait, que j'avais commandé à un chercheur, n'a pas été livré à temps, donc on le garde pour un autre projet. Il y a d'autres projets qu'on a fait, comme la réforme des négociations dans le secteur public. Je vais vous donner un exemple qui va faire halluciner les syndicats notamment, c'est que maintenant, en Suède, on a décentralisé les négociations. Il n'y a plus de négociations centralisées. Ça se fait au niveau des hôpitaux, des écoles, ce qui fait qu'il n'y a plus de grandes négociations. Et là encore, on revient au chiffre de 75% à peu près de syndicalisation et non pas 40-45% qu'on a ici. Et le pire, c'est que là, dans l'étude que je suis en train de finir, on réalise qu'au milieu des années 80, début des années 90, les syndicats étaient favorables à la mesure. Donc, c'est des primes... chaque employé est évalué individuellement. Il y a des primes pour les employés les plus performants. Et ça, au Québec, ça fait halluciner les gens. Dans le secteur environnemental, c'est super important. C'est un chapitre que j'aurais voulu mettre, mais pour juste deux exemples super importants pour le Québec. La Suède s'est engagée dans une décarbonisation accélérée de son économie et ils ont des politiques de transport en commun beaucoup plus développées. Alors, en Suède, par habitant, il y a 2 fois moins de voitures qu'au Québec. C'est énorme. Alors, quand nous, on calcule que 19 milliards de dollars de notre déficit commercial, qui est au-dessus de 30 milliards, c'est nos importations de pétrole et nos importations de voitures, ce genre de politique-là est super importante. Et dans un contexte où on est surplus énergétique important, on voit tout de suite... Donc, c'est des études qui vont sortir. J'ai aussi, dans le passé, écrit des études sur la réforme du système de santé en Suède. Mais comme ils étaient déjà publiés, je ne les ai pas remis, mais j'avais calculé que si par habitant, on dépensait autant d'argent que la Suède, on économiserait près de 3,5 milliards de dollars par année, avec des soins de santé qui sont beaucoup plus axés sur la prévention. C'est ça. Là, on parle de première ligne. Ligne. Et sur la question du capital, peut-être rapidement? Alors, sur la fiscalité ou l'investissement, on a fait plusieurs chapitres, mais c'est vrai qu'on n'a pas abordé... Moi, la question qui me fascinait, c'était la peur que les Suédois pourraient avoir de l'achat de leurs sièges sociaux par des entreprises étrangères. Au début des années 90, il y a eu énormément de cas d'entreprises importantes comme Volvo, Stora, qui ont été rachetées par des entreprises étrangères. Au Québec, il y a toujours eu cette sensibilité-là. Et je voulais voir s'il y avait des mécanismes, un peu comme la Caisse de dépôt, qui rachèterait des actions de des entreprises pour garder les sièges sociaux. Je n'ai pas trouvé de littérature. Ce qu'on semble dire, c'est que ça ressemble beaucoup au modèle allemand, où c'est des possessions croisées, où des grandes institutions financières ou des entreprises suédoises possèdent des parts dans d'autres entreprises pour éviter les rachats hostiles. Oui. Allez, on va passer la parole à la relève. Au jeune loup d'abord, Jean-Sébastien Marchand. On parlait de syndicats tout à l'heure. On voit dans le chapitre de Jean-Patrick Brady que les pays scandinaves, en particulier la Suède, sont très influencés par les syndicats, justement, probablement plus qu'au Québec, puisque le livre est en partie une comparaison avec le Québec. Est-ce que c'est un enjeu là-bas? Et puis, je parle d'un enjeu, là. Est-ce que, par exemple, là-bas, il y a des commissions Charbonneau ou il y a un Rambo Gauthier ou quelque chose comme ça? Dans ce sens-là, non. Il y a moins de... C'est un autre chapitre sur lequel je suis en train de travailler, la corruption dans les pays scandinaves. Il y a beaucoup moins de corruption dans les pays scandinaves. Puis, il y a beaucoup de
raisons qui peuvent expliquer ça, mais dont l'OCDE dit dans son benchmark que les pays scandinaves sont les meilleurs, incluant la Norvège, malgré le secteur pétrolier. Puis il y a une raison, c'est des pays qui sont beaucoup plus transparents. Je peux vous donner l'exemple. La vice-première ministre Mona Sahlin a dû démissionner en 1996 parce qu'elle avait acheté avec sa carte de fonction une barre de chocolat et des couches culottes. Et ça a été connu. Pourquoi? Parce que tous les comptes de dépenses des ministres, des hauts fonctionnaires sont mis sur Internet ou disponibles pour les journalistes. Ce qui fait que, par exemple, les députés suédois n'ont pas de code d'éthique parce qu'ils vivent dans une maison de verre, c'est-à-dire que toutes leurs dépenses sont publiques. En Suède, ça va même jusqu'au point où vous pouvez avoir accès au rapport d'impôt de votre voisin. C'est sur Internet, l'information est publique. Donc, la transparence publique va beaucoup plus loin. Pour ce qui est de la question des syndicats, évidemment, en Suède, taux de syndicalisation très élevé, en déclin. On était à 80% au début des années 90, on tombe à 70%. Ça s'explique beaucoup par le déclin du secteur manufacturier. Mais il y a moins de syndicats qu'ici. Ils tendent à être plus gros aussi. LO, qui est le plus gros syndicat, c'est comme la CSN et la FTQ ensemble. Donc, c'est sur des très, très gros syndicats. Et l'histoire du modèle scandinave, c'est que les syndicats et le patronat, les patronats aussi en Suède ont beaucoup plus de pouvoir que le patronat ici. Le patronat en Suède peut négocier des conventions collectives sur 10 ans par secteur industriel. Par exemple, dans le secteur de l'automobile en Suède, les syndicats et le patronat définissaient une convention collective type qui était appliquée ensuite dans les entreprises. Si les entreprises n'étaient pas assez performantes pour payer des hauts salaires, on les fermait et on requalifiait les employés pour aller travailler dans les entreprises plus performantes. Ça, c'est un des secrets de l'extraordinaire productivité suédoise dans les années 60-70 jusqu'aux années 80. C'était la philosophie des syndicats qui était beaucoup plus pro-marché. Un autre facteur pour les syndicats qui est extraordinairement important, c'est que puisque 70% des syndiqués, même les cadres, sont syndiqués, les entreprises exportatrices, les multinationales très, très mondialisées, qui sont notamment très exposées à la concurrence de la Chine, sont extraordinairement préoccupés par l'investissement productif, par la recherche et le développement, par la concurrence. Et ce qui fait que le point commun de tous les syndiqués, c'est la croissance. Donc, c'est des réflexions sur des fiscalités efficaces. C'est la réflexion sur les aides aux entreprises. C'est la réflexion sur éviter les situations de rentier où des entreprises ou des secteurs industriels sont aidés par l'appui de l'État. Ouais. Et donc, les syndicats ont une façon très différente de voir le développement industriel. Je pense que Jean-Sébastien avait une très courte question. En complémentaire. Oui, rapide parce que l'émission file. On parle ici de déclin des syndicats. Dans le chapitre de Pierre-Luc Lévesque, dont j'ai la copie personnelle du livre d'ailleurs, il dit aussi que le Parti social-démocrate est en déclin. Est-ce que c'est un signe que, par exemple, la social-démocratie est de moins en moins populaire aussi? Absolument. Le Parti social-démocrate était le parti naturel de gouvernement en Suède comme le Parti libéral au Japon. C'est un parti qui est au pouvoir presque sans discontinuer, sauf une courte période au début des années 70, une courte période au début des années 90. Mais les sociaux-démocrates ont perdu le pouvoir en 2006 et c'est seulement en septembre dernier qu'ils ont repris le pouvoir. C'était la première fois depuis si longtemps que pendant 10 ans, la Suède était dirigée par le parti dit modéré, donc le parti conservateur dans les faits. Et les sociaux-démocrates ont eu seulement 26% du vote, ce qui est leur pire score à vie. Ils font une alliance en ce moment gouvernementale avec les environnementalistes ou les Green Coalition. Mais quand on regarde leur taux d'appui aux élections, on passe d'un taux qui ressemblait à 45% à 25%. Et ce phénomène-là est à peu près le même en Finlande, là où la droite est au pouvoir. Cela dit, au Danemark, les sociaux-démocrates sont tous au pouvoir. C'est un phénomène européen, où les partis sociaux-démocrates perdent de plus en plus d'appui. Il y a une multiplication des partis politiques aussi. En Suède, il y a 9 partis politiques. Ce qui fait que pour prendre le pouvoir, il faut toujours envisager une coalition ou ce qu'ils appellent un pacte de gouvernement. Il y a 3 ou 4 partis qui vont présenter un programme commun avant l'élection. Donc oui, il y a un déclin des sociaux-démocrates, mais est-ce que la social-démocratie décline? Pas nécessairement, parce que les changements ne sont pas si importants que ça sur l'État-providence lui-même. Donc, dans le fond, c'est le paradigme par excellence, que j'en sois de droite ou de gauche. Là. Même la droite, en Suède, accepte globalement le système. Les principes fondamentaux. Ouais, les paradigmes de base. Très, très, très rapidement, et puis ça me permettra de relancer la discussion auprès des autres. Oui. C'est que je trouve que la social-démocratie, le danger, c'est qu'elle se transforme en État-providence. Oui. Quand on parle de social-démocratie... Et ça permettra aussi à Stéphane Paquin de différencier. On n'a même pas le mot économie là-dedans. Social-démocratie, ça implique la participation citoyenne. Oui. Alors, commission scolaire, on dit aux gens, aux parents... prenez vos responsabilités, il y a une participation citoyenne forte. Oui. Mais quand on tombe dans l'État-providence, on devient des clients du gouvernement. On devient
des usagers du gouvernement. Et là, on exagère quand on va dans les urgences, on bourre les urgences parce qu'on s'est raflé un genou, etc. On abuse du système, on le fait mourir tranquillement. Pourtant, on crie pour la social-démocratie. C'est très intéressant cet élément de Claude Belland. Ouais. Une éducation permanente à la citoyenneté. Moi, c'est ce que je dis toujours. Il faut enseigner ça aux gens. Quand tu fais ça, tu nuis au système que tu aimes. On sent que les gens... Une responsabilisation individuelle. Tout à fait. Au bien commun. Ben oui, mais il faut l'enseigner. Quand moi, j'ai eu la chance de vivre dans ces périodes-là, où l'éthique du bien commun, c'était la règle du jeu, ça. On nous expliquait le système. Et quand on faisait des bêtises, ils disaient tu nuis à la société, pas seulement à toi. Donc tu nuis à la société. Une éthique de responsabilité, comme aurait dit Max Weber. Mais vous avez raison. Puis en même temps, peut-être une petite page historique. Social-démocratie et État-providence, si aujourd'hui ils sont associés, sont nés à deux moments différents. La social-démocratie, c'est une tradition du socialisme allemand qui date des années 10-20. L'État-providence, oui, même plus tôt. L'État-providence, c'est quoi? C'est plus les années 20, 30. Bon, il y a... Et puis aujourd'hui, il y a une grande confusion sur ces deux définitions-là. Peut-être que ça permettrait... on aurait peut-être dû commencer par ça, même commencer par différencier ces deux tangentes intellectuelles et pratiques aussi de gouvernement, parce que voilà, la social-démocratie repose justement sur une forte participation, comme disait Monsieur Belland, une forte implication des syndicats, des corps intermédiaires au sens large. Tout à fait. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, il y a deux facteurs en Suède, puis dans les autres pays scandinaves qui sont incroyablement importants. Il y a un chapitre dans le livre sur la redistribution non matérielle. C'est comment l'État s'assure que les citoyens soient de bons électeurs, il y a des compétences civiques plus élevées qu'ailleurs. Et il y a un test qui a été fait dans le livre où on comparait les compétences civiques des Québécois aux Suédois, et l'écart est incroyable. Pourtant, on n'est pas mauvais en éducation secondaire, mais on est tellement loin en compétences civiques par rapport aux Suédois. Et l'autre facteur, c'est la participation aux élections. Ça ne décline pas en Suède. En septembre, le taux de participation était de 85 %. C'est énorme par rapport au Québec. Ça fait rêver. Mais pas seulement au national, c'était la même chose aux élections municipales et c'est la même chose à l'équivalent des élections scolaires puis les élections pour les conseils généraux. Pourquoi? Parce que toutes les élections ont lieu en même temps. Et donc ça, si on veut liquider les élections scolaires au Québec, on a juste à les faire voter seuls. Ça a peu d'intérêt. Alors qu'en Suède, le Parti social-démocrate, le Parti modéré est représenté à tous les échelons. Donc, quand vous votez social-démocrate au national, vous votez social-démocrate au scolaire, vous votez social-démocrate. Bref, il y a des appels, il y a des signaux qui fait qu'on peut reconnaître pour qui on vote. Alors qu'ici, on est incapable de savoir si aux élections scolaires sont à gauche ou à droite. Il y a une étude qui a été faite par le professeur Miller, je pense, sur les compétences civiques. C'est Milner, oui, c'est lui qui a écrit l'archive. Exactement. Ouais. Mais on n'est pas très bon sur le plan des compétences civiques. C'est dramatique. Je pense qu'on touche un petit peu plus au cœur des intérêts de Jocelyn Caron en abordant la question civique. Jocelyn Caron, je le sens pas très enthousiaste, Jocelyn Caron, ce matin. Qu'est-ce que vous avez envie de poser comme question? Si vous n'avez pas d'idée, je peux vous donner un exemple aussi de politique en Suède qui est très, très bonne. À moins que vous ayez une question à poser. Non, j'en ai des questions, mais je comprends pas ça. En Suède, on subventionne les médias pour qu'il y ait énormément d'actualité sur les nouvelles nationales. Par exemple, on ne subventionne pas le leader sur un marché, mais on subventionne le deuxième et le troisième pour qu'il y ait énormément de débats. Ce qu'il y a peu ici, en fait. Dans un contexte de concentration de la presse, je pensais que le point méritait d'être souligné. Mais moi ma question principale, puis elle peut se développer en sous-question, c'est, selon vous, c'est quoi les obstacles que le Québec a devant lui pour mettre en place des mesures qu'on a... c'est pas la première fois qu'on me pose qu'on propose dans cet essai. Parce que je vais vous donner un indice, là. Moi, j'aime bien qu'on examine les modèles qui est un peu partout dans le monde, mais j'ai toujours tendance à penser que c'est un peu déconnecté de ce qui est possible de faire. Par exemple, faire un modèle de flexicurité au Québec, c'est pas possible, parce qu'on contrôle pas l'assurance-emploi. OK? Puis dans plusieurs autres domaines, c'est comme ça. Alors, selon vous, dans quel domaine on peut faire quelque chose, puis dans quel autre domaine on peut moins faire de choses? Évidemment, le Québec n'est pas un État souverain, donc il n'y a pas accès à sa politique monétaire, il n'y a pas accès à tous les outils aussi que les Suédois ou les pays scandinaves ont. Ça, je comprends l'argument.
comment faire pour initier des changements de l'ampleur qui ont été faits en Suède sans nécessairement repliquer le modèle, parce que je pense effectivement qu'il y a des choses qui sont impossibles à faire ici. Personne ne serait favorable parce qu'on double le taux de syndicalisation, par exemple. Ce serait juste des choses impossibles à faire. Je vois Éric Duhem avoir des boutons soudainement. Ouais, c'est techniquement trop difficile à faire, mais l'ancien premier suédois a expliqué un peu comment il avait réussi à faire ces réformes à partir des années 90, en fait de 94 à 2006. Il avait dit, premièrement, il faut initier le changement. C'est le plus difficile parce qu'il y a énormément de résistance. Deuxième chose, c'est il faut se comparer. Il faut le faire systématiquement sur un certain nombre d'indicateurs économiques et sociaux et il faut chercher à s'améliorer d'année en année. Alors ça, c'est important parce que dans les dernières années, on regardait les statistiques internationales. Hein, la Suède, première en innovation, la Suède, première en recherche et développement, la Suède, première en ceci, première en cela, première en pauvreté pour les enfants. T'sais. Là, on se dit, mais comment ils font? Ben, il n'y a pas de secret. C'est qu'ils regardent, ils se comparent, ils se mesurent et ils agissent. Alors que nous, jusqu'à récemment, mais là, c'est encore le cas, notre Conseil du Trésor nous dit on ne sait même pas combien de fonctionnaires au gouvernement du Québec. On est tellement loin en comparaison à un étalonnage. Et dans le débat public, je sais qu'il y a énormément de gens qui disent « Ah, de l'étalonnage, c'est du néolibéralisme. » Non, c'est du bon benchmarking. On se compare aux meilleurs. On a juste à choisir les indicateurs qu'on utilise. Un exemple, en pauvreté pour les enfants, pour les familles biparentales au Québec, on a les taux de la Suède. Moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. On est déjà les champions du monde. Mais la pauvreté chez les familles monoparentales, on est moins loin des États-Unis que de la Suède. Donc, on a taux de pauvreté est à peu près à 30 30 des jeunes familles au Québec qui vivent avec un des deux parents vivent dans des situations de pauvreté. Bien, ça mérite d'être comparé année après année, puis on suit nos résultats, puis on va augmenter notre... Et ça doit se faire par une reddition de comptes, par un débat public avec un engagement des élus, mais aussi des citoyens de suivre à la trace ces principaux indicateurs économiques et sociaux pour initier le changement. Donc, il faudrait faire un peu notre propre recensement, parce que là, actuellement, le recensement qu'on a est bidouillé pour le rendre moins efficace. Comment on fait pour se benchmarker dans ce contexte-là? Au Canada? Ah oui, dans le recensement. Oui, mais l'ISQ prend toutes ces statistiques de Statistique Canada, presque, donc... on va quand même se l'avouer. Il y a beaucoup de stats comparées qui viendraient aussi de l'OCDE où, si la Suède fait déjà son benchmark, on peut très facilement s'associer à eux pour ajouter les chiffres du Québec sur certains... Il faut qu'on les aide. Sur la politique d'évaluation, j'imagine, Alain Paquette. D'ailleurs, sur la politique d'évaluation, effectivement, on est tellement loin. Je veux dire, je l'ai vu de l'intérieur du gouvernement. Puis, indépendamment, c'est pas une question du parti au pouvoir, là, quel qu'il soit. Et en même temps, c'est quand même drôle, on dit, les gens dits de gauche, disent, faut pas se mesurer parce que là, on se compare, c'est le néolibéralisme. Et à Ottawa, c'est des conservateurs qui font ça, qu'on n'a pas autant de bonnes données. Ils ont fait marche arrière. Il y a une réforme majeure à faire à ce niveau-là, qui va essayer de revenir, mais il faudra Il y a un de vos grands amis, Jean-François Lisée, qui avait écrit un livre qui s'appelle « Pour une gauche efficace », où il reposait justement son argumentation. C'est un excellent livre, par ailleurs. On va parler de son inefficacité à un moment donné sur d'autres tribunes. Mais un élément quand même important, puis une distinction, vous dites, quand on parle du syndicalisme, c'est pas une question de la quantité de syndicats, c'est le type de syndicat, c'est la nature du syndicalisme, qui est complètement à l'opposé de ce qu'on a vu au Québec et ce qu'on voit. Et l'idée, lorsqu'on parle, par exemple, de se mesurer, c'est pas de tout balancer par la fenêtre ce qu'on a fait dans le passé. C'est de dire maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'est pas plus fou que les autres, on n'est pas peut-être plus fin que les autres, mais on n'est pas plus fou certainement. Et on a des choses sur lesquelles on peut tabler, sur lesquelles il faut miser, il faut continuer à s'améliorer. Et tout à l'heure, quand on voit comment le lien entre le débat, des fois, d'individualisme et collectif est peut-être un peu trop facilement polarisé, parce que ce matin, ce que j'entends, puis ce que je vois dans le livre d'ailleurs aussi, c'est que quand on parle de responsabilisation individuelle au bien commun, c'est que ça part de l'individu, mais il faut que l'individu soit partie prenante, il y a des responsabilités qui viennent avec la liberté. Puis ça m'amène à une question dans l'évolution, justement, dans les pays scandinaves. Je me souviens, parmi mes professeurs que j'avais au doctorat, qui étaient Thorsten Persson, Lars Svensson, qui sont sur le comité du prix Nobel, de nomination du prix Nobel et d'autres, de bons chercheurs internationaux, qui me racontaient que, lorsqu'un professeur, il était en visite à Rochester, mais en Suède, la taille de l'appartement auquel ils avaient droit était décidée par le gouvernement. Ouais. Je pense que ça a changé. Je crois qu'il y a des changements à cet égard-là, mais il y a une mentalité qui est différente. Là, et je fais le lien avec la question environnementale des transports collectifs, par exemple, qui ont eu de bonnes politiques là-bas, puis des choses qu'on peut s'inspirer. En même temps, je parle des individus, indépendamment des partis au pouvoir. Lorsqu'on va dire, lorsqu'on met les gens, disent, vous pourriez abandonner un peu moins votre voiture, vous pourriez conduire un peu moins rapidement, vous sauveriez 20% sur votre prix de l'essence, c'est la consommation d'essence. C'est pas dans la mentalité nord-américaine, mais c'est pas dans la mentalité québécoise, point non plus. Tout court, comment là, arriver à amener à bouger cette inertie-là, à dire qu'on doit se remettre en question, et indépendamment des étiquettes puis des débats qui reviennent trop souvent à cela,
Sur la question environnementale, non seulement on apprend que c'est un impératif moral donc de lutter pour la décarbonisation des économies puis la lutte contre les changements climatiques, mais en plus, on sait que pour le Québec, ça serait bon pour notre économie, puisque notre pétrole importé puis les voitures importées correspondent presque à 70% de notre déficit commercial. Donc, il y a une rationalité économique et une rationalité morale. Mais là, en plus, c'est que... ça, le pétrole, c'est à peu près 17-18 milliards d'importations par année. Là. Et si on ajoute toutes nos voitures qui ne sont pas fabriquées ici, là, c'est la balance commerciale. Donc, c'est énorme. Évidemment, on ne pourra pas complètement abolir les hydrocarbures ici, mais on peut certainement les diminuer de 20, 30 ou 40%, ce qui serait des mesures... Dans un contexte où on va avoir des surplus hydroénergétiques, c'est super important comme réforme. Mais en plus, c'est qu'on peut faire des signaux de prix, c'est-à-dire que les voitures qui sont trop consommatrices d'énergie, on les surtaxe, tout simplement. C'est ça, pour réguler. Et si ça nuit trop aux entreprises, on peut le faire un peu comme le système de la TVA sociale au Danemark, c'est-à-dire on augmente le prix de l'essence, mais on diminue les charges qui passent sur les entreprises d'un volume correspondant pour que les entreprises n'aient pas un coût trop élevé lié à cette mesure, puis de faire en sorte que le prix ne soit pas répercuté sur le consommateur. Donc, ce sera les consommateurs de voitures. S'il y en a qui ont 3 voitures au Québec pour une famille de deux adultes, c'est comme complètement hallucinant. C'est hallucinant. Ça aurait été intéressant de revenir sur l'éthique protestante, dans le fond, de ces pays scandinaves, parce qu'elle est probablement très structurante, dans le fond, pour cette dynamique. Juste une illustration, Eva Joly, qui a été ministre de la Justice, a complètement raté sa greffe en France lorsqu'elle a voulu être candidate à la présidence de la République, justement parce qu'on lui reprochait une certaine pureté. Elle était norvégienne, pardon, oui, j'aurais dû le préciser, parce qu'on lui reprochait une certaine pureté de gestion qui correspondait pas du tout aux pays latins. Alors, et peut-être qu'on aurait pu faire ce parallèle avec le Québec sur cette tradition latine différente des pays méditerranéens. Florent, il y avait quand même chez Eva Joly une furieuse condescendance là, qui aidait pas non plus à sa greffe en France. Oui, bon, ça vous avez aussi raison. Jean-Sébastien. Mais j'aimerais terminer avec une question d'actualité. Je sais que Luc Godbout, professeur à l'Université de Sherbrooke, écrit un chapitre dans le livre. 2. Puis, j'en ai lu juste un. Puis, Luc Godbout préside aussi actuellement la commission d'enquête québécoise sur la fiscalité. Puis, je me demandais, c'est quels apprentissages au niveau de la fiscalité qu'on peut faire de la social-démocratie dans les pays scandinaves? Alors, je n'ai pas parlé à Luc depuis qu'il a été nommé à la commission. Alors, je ne sais pas comment a évolué sa pensée. Je sais que Luc, depuis très longtemps, est favorable à l'augmentation de la taxe de vente au Québec. Et c'était une des clés du succès de Danemark au début des années 90. Donc, je ne serais pas... S'il propose une augmentation du fardeau fiscal, je ne serais pas étonné que ce soit par ce moyen-là. Si c'est ça la question, là. Oui, tout à fait. Comment il le ferait? Il y a 2 possibilités. Une possibilité, c'est qu'il diminue le taux d'impôt sur le revenu des individus. Je sais que c'est une solution que M. Couillard avait déjà trouvée bonne l'été dernier. Sinon, ça serait baisser les taxes sur les entreprises pour les services sociaux. Bon, alors écoutez, je ne sais pas comment faire. J'ai plein de demandes d'intervention. Malheureusement, on ne pourra pas. C'est déjà la fin de l'émission. Merci beaucoup à tous d'y avoir participé. Merci M. Belland, merci M. Paquette, merci M. Caron et M. Marchand. Merci à Stéphane Paquin d'avoir accepté notre invitation. Merci à Mathilde Lefebvre qui était à la mise en onde. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Jeune ou Vieux Lion, la 11e de l'année. Et puis continuez de discuter, profitez-en sur cette question de la social-démocratie sur nos réseaux sociaux. À bientôt.